Oui, il y aurait que moi. Je dis pas qu'on ferait tout le temps la fête, mais il y a toujours le moyen de sourire et il y a des outils, il y a des outils pour se satisfaire de la vie, dont un verre de vin. Alors je ne dis pas qu'il faut boire jusqu'à plus soif, mais ça fait partie des outils pour se réjouir. Voix du Sud Touraine, avec Jean-Christophe Laplanche. Du néophyte à l'œnologue, il ouvre les portes des Flaveurs de la Terre avec une constante convivialité. Jean-Christophe Laplanche nous raconte son parcours teinté d'épicurisme, nourri de partage et de transmission. Oui, je suis Jean-Christophe Laplanche, caviste à Loches aux Flaveurs de la Terre, rue Balzac. C'est un lieu dans lequel je vends du vin et des spiritueux. C'est ce que sait faire un caviste. Et puis au-delà de ça, c'est un lieu où j'y passe énormément de temps et dans lequel je suis très heureux. Je suis arrivé ici fin 2004 et j'ai ouvert en avril 2005. Donc ça fait 17 ans. On va remonter un petit peu dans le temps. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, me raconter un peu, avant d'ouvrir donc ici les Flaveurs de la Terre, qu'avez-vous fait et quel a été en fait votre parcours, j'imagine à la fois professionnel et aussi j'allais dire de passion et de cœur, parce que je pense que c'est un métier de cœur. Donc comment tout s'est construit pour en arriver là aujourd'hui? On a combien de temps pour répondre à cette question-là? Le temps que je veux? Le temps que vous voulez. Bien. Alors, je ne suis pas issu du monde du vin depuis ma tendre enfance, même si mon grand-père et mon père avaient de la vigne et j'ai trempé dedans depuis tout petit. Mais j'ai une formation supérieure de technicien. Et puis après, je suis rentré dans le monde de l'industrie parce que je crois que j'ai fait partie de ces jeunes qui ne savaient pas trop quoi faire en sortant de l'école et dont les parents décidaient un peu pour eux en disant écoute, il te faut un métier où tu sois à peu près assuré d'avoir une vie linéaire, une vie qui te rapporte de l'argent, enfin une vie dite à l'époque que je considérais normale. J'ai pratiqué cette vie-là pendant à peine 20 ans, je faisais beaucoup de kilomètres par an, je voyais des gens, on allait négocier des grosses affaires, des belles machines pour produire des pièces pour l'automobile à grande vitesse, voilà. Et puis il y a un moment, il y a une prise de conscience qu'on se dit oh putain, je vais avoir entre 35 et 40 ans. Est-ce que je me vois faire ça jusqu'au bout? J'étais pas à la moitié du chemin, mais j'en avais fait plus d'un tiers. Et puis, je ne sais pas l'expliquer. C'est un déclic qui est venu comme ça. C'est un cheminement de 5 à 7 ans pour savoir ce que je voulais faire. Mais pour pouvoir prendre une décision, il faut savoir ce que l'on perd et surtout avant, savoir ce que l'on veut. Parce que ce que l'on perd, c'est facile, on l'a. J'ai dit putain, qu'est-ce que je fais de nouveau? J'abandonne tout. Mais au profit de quoi? Donc il faut un certain nombre d'années pour prendre conscience de ça, jusqu'au jour où les deux plateaux de la balance s'équilibrent et que vous, sur un simple coup de talon, comme quand vous êtes au fond de la piscine et que vous voulez remonter, dire je fous un coup de talon dans la balance de l'avenir et je me donne les moyens de y aller. Et ça s'est produit, j'avais à peine, j'avais 38 ans, entre 38 et 40 ans. Voilà. Et là, j'ai tout cassé, comme je dis à mes copains ou à ma famille à l'époque qui me disaient mais t'es un peu pété de la caisse de faire ça, tu casses tout, t'as un métier, t'as un beau métier, tu gagnes bien ta vie. Bah oui, ouais, c'est vrai. Donc j'ai tout pété et je suis retourné à l'école. Je suis retourné à l'école de caviste avec un projet en tête de faire du monde du vin la façon dont je voyais ce qui était profitable pour le monde du vin et pour moi-même, pour m'épanouir dans ce milieu-là. Donc je suis retourné à l'école du vin. Après, j'ai pris une année sabbatique pour faire le tour du vignoble.
Et puis après, j'ai cherché un lieu où m'installer, en sachant que je ne voulais pas aller en grande ville. Si je vois pas les prairies, les animaux, et puis si j'ai pas, enfin si je suis entouré de béton, moi ça me va pas. Et statistiquement, en France, il y avait à l'époque un Cavis pour 7000 habitants. La zone la plus dense, c'était la Bretagne. Mais comme moi, je suis originaire du centre de la France, je me suis intéressé au centre de la France. Et les villes de 30, 40, 50 000 habitants étaient déjà pourvues de cavistes. Et puis Vlatipa, que j'ai vu Loches. Loches, très jolie ville. Il y avait pas, bien sûr, il y avait des distributeurs, il y avait des gens qui vendaient du vin, mais les gens ne le faisaient pas comme moi je voulais le faire. En plus de ça, je suis arrivé à une époque où le maire de la ville, M. Descamps, était dans la dynamique de faire de Loches une ville touristique. Donc quand j'ai étudié les statistiques d'un Cavis pour 7-8 000 habitants, j'ai regardé l'environnement socio-économique de ces villes-là. Et même si Loches n'était pas favorable, n'avait pas l'intégralité de ses critères, mais il y avait quand même un gros potentiel, c'est-à-dire ce côté touristique. Et je me suis dit, allez, j'y vais, je me lance. Voilà. Du coup, vous arriviez de quel endroit? Alors à cette époque-là, je travaillais en Bretagne et mon domicile était en Champagne. Vous m'avez dit que votre père et grand-père avaient des vignes. Où étaient-elles situées et d'où êtes-vous originaire en région centre? Alors pas très loin d'ici, c'est dans le Berry. D'accord. Dans l'Indre, donc département d'à côté. Ce qui peut aussi un peu expliquer, en quelque sorte, un retour aux sources, en disant, moi, cette région-là, elle me plaît bien, et j'ai envie un peu de revenir après de nombreuses années à faire entre 60 et 85 000 km en voiture, quoi. Voilà, j'avais envie un petit peu de me poser. Quand vous avez commencé à préparer votre projet, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi le monde du vin vous a tenté? Pourquoi vous avez voulu construire l'avenir avec le monde du vin? Pourquoi? Je ne sais plus. Je crois qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je crois qu'au début, on cherche à s'échapper d'une situation. On a des idéaux, on a des rêves, et même s'ils ne sont pas formalisés, on se dit qu'est-ce qui me plairait le plus? Dans quoi je pense pouvoir m'épanouir? Et je pense que j'ai fait référence à un aspect nostalgique, les vendanges, le vin. Et quand même, il faut savoir que quand je me traînais en voiture sur les routes de France, et d'ailleurs, il n'y avait pas une occasion d'aller chez un vigneron goûter ou discuter du vin. Donc, d'une manière un petit peu inconsciente, je crois que j'avais, à défaut de dire que je l'avais dans le sang, oui, je l'avais dans la peau, quoi. Cette école, juste en termes de formation, que je comprenne, vous m'avez dit c'est une école pour devenir caviste que vous avez fait? Oui, alors c'est ça, il y a une seule école, enfin, je pense qu'elle existe encore, c'est l'école de caviste qui se trouve à Vannes, dans le Morbihan, qui forme au métier de caviste. Alors, c'est une école qui est intégrée à l'école hôtelière, à la Chambre de commerce et d'industrie de Vannes, et qui a été motivée, il y a quelques décennies maintenant, par le président de la Chambre de commerce, qui était un ami au président de la Fédération nationale des cavistes indépendants de l'époque. Dans les années 60, les cavistes, qui n'étaient pas des cavistes patentés, chevronnés, mais qui étaient plutôt des belles épiceries fines, ont disparu au profit de la grande distribution. Et il y a un moment, les cavistes ont renaît.
Mais par contre, il fallait assurer la pérennité de ce métier qui était en renaissance. Et pour pouvoir le faire perdurer, il a été décidé d'avoir une école, de former des jeunes à ce métier-là. Voilà comment est née la formation de caviste à Vannes. Est-ce que vous pouvez me présenter en fait les Flaveurs de la Terre et me dire quel est votre parti pris en fait par rapport dans ce que vous proposez? Alors on va revenir à l'origine du nom de la cave, les Flaveurs de la Terre. Alors c'est pas un nom, c'est un nom réfléchi, j'ose dire. Les Flaveurs parce que c'est le nom qui réunit les arômes et les saveurs. De la terre, parce que je privilégie une viticulture proche de la terre. Et dès lors que l'on fait confiance au monde vivant de la terre, obligatoirement, quand on déguste un produit, quel qu'il soit, moi c'est un liquide, c'est le vin, on en ressent beaucoup plus facilement toutes ces nuances de saveurs, c'est-à-dire les acidités, la minéralité, la texture des tanins, etc., voire des amers liés à la nature du sous-sol, et puis cette grande diversité aromatique que peut proposer cette même diversité de cépages. Voilà. Donc les Flaveurs de la Terre vient de là, d'une défense, d'une viticulture la plus proche de son originalité. Je devrais dire de son originalité, hein, ce côté originel. Alors après, je laisse à chacun traduire ce que j'ai dit par le mot ou le label qui lui va bien, mais en tous les cas, le vin est un produit, quand on regarde la définition du vin, c'est transformation des sucres du raisin en alcool, du raisin ou d'un autre fruit, par l'action d'une levure qui est une levure indigène et qui se trouve naturellement sur la peau du raisin. Donc pour moi, le vin n'a de sens que s'il est transformé le plus naturellement possible, que si on n'a pas dégradé l'essence même du sol qui maintient ce pied de vigne et qui va donner naissance à un raisin dans toute sa diversité. Et puis après, quoi vous dire d'autre? Je crois que ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ici, tous les terroirs de France sont présents. Vous arrivez à trouver ces vins-là partout? Oui. On arrive à trouver ça partout. Je ne dis pas que j'ai tous les terroirs de France en permanence, parce que je goûte beaucoup. Il y a des vins qui arrivent, ils repartent, ils ne reviennent pas tout de suite. Après, j'ai l'opportunité de faire une découverte à un autre endroit. Mais il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de parti pris en termes de région. Telle région ne fait pas les plus grands vins du monde et les autres sont des blaireaux. Non, ils ont tous leur identité. Par exemple, je trouve des côtes roannaises magnifiques avec des gamay Saint-Romain, comme je peux trouver des vins de Saint-Émilion qui sont pas dignes de ça, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est bon ou qu'une région est meilleure que l'autre. Non, tout peut être très bon et tout peut être à chier.
quand on vient chez vous acheter du vin, on vient peut-être avant tout pour recevoir un conseil. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter en fait comment vous vivez vous votre rôle de caviste dès que quelqu'un rentre chez vous? Alors il y a deux rôles. On est avant tout une courroie de transmission. Donc il y a le premier rôle, c'est de pouvoir colporter ce que fait le vigneron, faire un petit peu d'éducation ou de pédagogie. Et le deuxième rôle, pardon, c'est quand vous avez un client, si vous avez 10 clients dans une matinée, obligatoirement chacun vient avec sa question, sa problématique, ses certitudes, ses convictions, etc. Donc mon rôle, c'est de l'écouter, c'est de satisfaire son cahier des charges. Et si toutefois je ne sais pas faire, c'est joker. Je ne vendrai pas pour vendre, quoi. Je l'écoute et j'essaye. Et j'essaye, quand j'écoute la personne, de savoir ce que je peux lui transmettre, peux lui dire, mais tout en respectant son cahier des charges. De prix, de goût, de certitude, etc. etc. Ouais. Monsieur le caviste, bonjour. Bonjour. Blanc, rouge. Rouge et blanc. Ouais. Et rouge. Donc je vais prendre. Donc ça fait 3. Voilà. Ouais. Donc en blanc, qu'est-ce que tu me proposes? Bah t'as envie de quoi? Est-ce que c'est pour toi ou c'est pour offrir? C'est pour amener. Tu vas amener, avec puis vous les allez les amis, boire tous voilà, ensemble. Les petites, Tu veux le blanc, tu vas le prendre à l'apéro ou sur une entrée? bon, peut-être sur une entrée, Mais tu sais pas quoi. Voilà. Donc, et c'est pour ce soir ou très prochainement? C'est pour le 14. Ouais, ok. Donc on est en été. On va dire ça peut être une entrée plutôt fraîche, soit salade, terrine de poisson. Hein? Allez, on Allez. projette. Bon, donc on va aller chercher un vin blanc, pas obligatoirement très aromatique, fraîcheur et vinosité. Tu m'autorises quel prix? Faut pas que je dépasse combien? Bon, autour de 15, 12, 15. Ouais, ok. Allez. On joue un peu l'aventure ou on se fait un grand classique? Bah, une petite aventure. Petite aventure. Alors, je vais t'emmener dans le Roussillon avec un cépage qui s'appelle le Macabeu, mais qu'on retrouve de l'autre côté de la frontière en Espagne également. Et le Macabeu est toujours un cépage dit secondaire. On l'associe avec des grenaches, que les grenaches peuvent être opulents, très gras. Et le Macabeu est beaucoup plus simple, plus frais, donc ça fait un bon équilibre. Mais quand on le prend tout seul, eh bien à la limite, tu manges un poisson sur une plancha, tu manges des huîtres, tu manges des crustacés. C'est un peu le muscadet de là-bas. Bon. Donc c'est très intéressant quand il fait très chaud, tu le sers rafraîchi et c'est désaltérant. Alors, donc là on a notre premier blanc. Après les rouges. Les rouges, alors il y a la... Soit on reste sur le même cépage, mais on change d'appellation. Ou soit on change carrément de cépage et on va sur le co. Alors un co comme ça ou un co comme ça? Un coup comme ça. Ça va être dur en radio ça, les signes. Et c'est ça qui est drôle. Comme ça. Le vilain petit rouge de chez Vincent Ricard. Ah, C'est des co qui sont vinifiés de telle manière à avoir beaucoup de fluidité. Donc tu gardes le fruit et puis c'est très facile à boire. super. Allez. Est-ce que depuis que vous êtes installé ici, il y a des choses qui ont évolué, changé, ou vous êtes le même depuis le départ? Ah, le même non. Le même non, parce que moi j'apprends au contact des gens, j'apprends au contact des vignerons. Non, le même, non. À part vous dire non, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qui a changé? Comment avez-vous changé? Je pense que ce sont les autres qui m'ont fait changer.
Dans les premières années, on est empreint de doute, même si on est convaincu de ce que l'on fait, mais on ne sait pas comment on va être reçu et apprécié. Donc, le métier que je fais aujourd'hui, je suis hyper content parce que je crois avoir réussi ce que je voulais faire, c'est-à-dire avoir convaincu les gens que le vin pouvait être aimé avec des goûts différents, qu'il pouvait être différent de ce que les gens croyaient. Alors, ce que les gens croyaient, c'est dire, de toute façon, à part la Champagne, Bordeaux et la Bourgogne, il n'y a rien d'autre qui existe. Non, les gens viennent plutôt me voir maintenant pour dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a d'étrange, de nouveau, que je ne connaîtrais pas, etc. Donc c'est là où je suis hyper content. Je les ai entraînés vers des vins qui soient les plus naturels possibles, alors que jamais j'aurais cru à ça au début. Je pense que c'est une bonne émulation, c'est une bonne dynamique entre nous. Ils m'ont fait évoluer, je les ai très probablement fait changer, et au travers de leur sourire, de leurs remarques, ils m'ont encouragé à persévérer. Et quand vous dites « ils », de qui vous parlez ? De mes clients. Alors, qui sont ces clients ? Des Lochois, mais pas que, j'imagine. Ah non, il y a... disons que je ne cherche pas à savoir qui ils sont. Hein. Moi, ce que je veux, c'est qui ils sont, quelle taille ils font, quel métier ils font, comment ils s'appellent. C'est vrai que je ne m'y attarde pas. Mais ils ont un cahier des charges, et ce que je veux, c'est qu'ils repartent contents, quoi. C'est qu'ils soient heureux en disant, voilà... je crois avoir trouvé le vin qu'il faut. Et puis, c'est surtout que moi, je veux que mon enseigne et que mon magasin soient un lieu de sociabilité. C'est-à-dire qu'on échange. On échange, un commerçant ne vend pas qu'un produit avec une étiquette et un prix, il vend autre chose. Il vend le travail d'un homme ou d'une femme qui était en amont, et puis moi, on taille la bavette avec un homme ou une femme qui est devant moi et à qui je dois, si possible, faire plaisir. Après, Loche a cette capacité de pouvoir recueillir, bien sûr, des locaux, des résidences secondaires, des vacanciers. Donc c'est une ville petite, mais qui est hyper riche, en diversité, quoi. Alors c'est vrai qu'on n'aborde pas, on essaye de pas aborder. Parce que les gens qui viennent en plein mois d'août avec un sac à dos pour acheter une bouteille de vin pour remercier la personne qui a gardé la maison parce qu'ils sont à 300 km de chez eux, c'est pas la même demande que le résident secondaire qui a toute la famille pendant 4 jours et qui veut du vin en bag-in-box parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter 18 bouteilles, et c'est pas les mêmes moyens que la personne de Loche qui vient régulièrement chercher son paquet de café parce que je fais aussi du café. Voilà, donc il y a, la ville de Loche est hyper diversifiée en termes de style de clientèle, quoi. Et j'ajouterais, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis installé à Loche. Quand moi j'ai dit à des collègues, entre autres Tourangeau, et qui me disaient, tu t'installes où ? À Loche. Ils me répondaient, à Loche ? Mais il dit, t'es pété de la caisse. Je dis, et pourquoi ? Il n'y a personne, il y a tout à faire. Ah ouais, là tu vas te poiler. Oui, c'est vrai, je me suis poilé. Et vous organisez aussi, si on peut en parler un petit peu, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, vous ne faites plus votre terrasse, mais il y a des moments comme ça de partage autour un peu de gastronomie associée au vin. Ça, vous ne le faites plus, ou vous le faites d'une autre façon, à d'autres moments ? Alors oui, c'est vrai que la terrasse, physiquement, elle est toujours là, mais elle est inoccupée et elle est fermée définitivement. Alors comme j'ai le sens de la bonne humeur autour du bon vivre, alors cette année on a rouvert dans la rue le samedi matin avec dans 80% des cas des musiciens. On fait l'apéro dans la rue, voilà, juste le samedi matin quand la rue est fermée, puisque sinon le reste du temps la rue est ouverte à la circulation. On organise une fois par an, quand c'est pas le Covid, là ça fait 3 ans qu'on l'a pas fait, un salon des spiritueux. Voilà. Et autrement, sur demande, soirée privée,
Oui, oui, je me tiens à la disposition des gens pour soit faire une dégustation, une animation dégustation sur un thème avec, enfin le thème, on se met d'accord avec la personne qui initie l'invitation auprès de ses amis ou de sa famille. Ouais. Ouais. Moi, je reviendrai les jours de marché, ça se déroule tout l'été, c'est ça? Oui, ça a commencé il y a 5 semaines et ça se termine, je crois, le 27 août. Et alors, quelle a été la réception, du coup, sur ceux qui se sont déjà tenus? Alors là, là, il y a un truc que je comprends pas. On m'a dit que pour réussir, fallait communiquer. Moi, là, j'ai décidé de pas communiquer. On fournit plus, quoi. C'est-à-dire qu'après, c'est de bouche à oreille. Bon, puis ça se passe dans la rue aussi. C'est pas comme la terrasse qui était invisible. Là, ça se passe dans la rue. Il y a des musiciens qui ont de la gouaille, qui jouent des airs que tout le monde connaît. Donc les gens s'approchent. On a fait on a fait le vin du marché. Bon, on dit pas ce qu'on sert. C'est un blanc, un rouge, un rosé. C'est pas le client qui choisit, c'est nous qui l'imposons. On change tous les samedis. Ça vaut 4 euros le verre et on se fout pas de la gueule des gens, quoi. C'est voilà. Alors moi c'est Axel, j'étais en stage chez Jean-Christophe Laplanche tout le long de l'année, là il m'a embauché pour l'été. Et pour les samedis matins particulièrement parce qu'on a ouvert un bar à vin éphémère, le samedi matin les jours de marché, où on a un groupe de musique qui vient tous les samedis matins. Et on propose un rouge, un blanc, un rosé et des choses à consommer, à manger. Donc c'est Yann Beaujouan et Vincent Sirotte qui jouent ce matin. Et les vins en fait on laisse la surprise aux consommateurs, on propose, on ouvre le champ des possibles aux commentaires pour les vins et puis après on les laisse déguster et voilà. Alors, vin du marché, en blanc on a pris le Pierre à feu de chez Vincent Ricard qui est un 100% Sauvignon sur le millésime 2021. Rosé, on a pris Sud de Valence, Syrah Grenache qui s'appelle la Luxure, un des 7 péchés capitaux, très très fleuri, très riche, très rond, grassouillé, sans vivacité, voilà, pour contraster un petit peu avec le blanc de chez nous. Et en rouge, on descend dans le Languedoc. Vous voyez, on est parti de la Loire, on descend dans la vallée du Rhône et après on va dans le Languedoc avec Abracadabra du côté de Montpellier, assemblage de Syrah Grenache. Et puis en plus on fait ça avec la FFA, la Fédération Française de l'Apéritif. 3 jeunes qui sont installés il y a 5-6 ans, qui ont une idée géniale de créer la FFA. Et puis voilà, donc si les gens veulent grignoter un peu, c'est des produits de la FFA, pâté de cochon mais qui vient du Pays Basque, qui sont faits, le saucisson vient du Tarn, enfin ce sont que des produits artisanaux mais avec l'étiquette de la FFA. Bon, il n'y a que le vin qui vient de chez nous par contre, hein. Le vin vient bien de la cave. Qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers du vin? Qu'est-ce qui me plaît ? Ben moi, je crois que c'est la nostalgie des dimanches et des samedis soirs. Moi, j'ai toujours baigné quand on festoyait ou qu'il y avait des repas de famille. On le faisait pas à l'eau au Perrier, hein, il y avait toujours du vin. Et puis, je sais pas l'expliquer. Je sais pas. Pour moi, il y a des tas d'occasions pour s'engueuler avec quelqu'un, sauf autour du vin. Et très souvent, quand on n'est pas d'accord sur un sujet, il suffit de trinquer et boire un coup et normalement, ça exclut toutes les peurs et les engueulades et les gens se réconcilient. Alors bien sûr, si on abuse, le vin peut être mauvais, mais autrement, j'ai jamais vu d'engueulade autour du vin. Quel est le regard en fait que vous portez sur l'évolution du travail du vin en France ? Ben, je pense qu'on est sur la bonne voie.
Alors je dis la bonne parce qu'elle me correspond. À l'instar du monde agricole ou de la nourriture, il y a une tendance à aller vers des produits les plus transparents, les plus sains, les plus naturels, parce que les consommateurs s'y intéressent également. Donc le vin suit cette mouvance. Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé, on était marginaux, on nous regardait de travers quand on voulait aller vers cette typicité de vin. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'en faire la promotion, ce sont les gens qui demandent. Ça tombe bien, je n'ai pas que ça, mais j'en ai énormément. Donc je sais répondre à la demande. Et autant il y a 20 ans, il fallait dépenser beaucoup d'énergie pour trouver des vignerons qui défendaient cette voie-là. Autant aujourd'hui, c'est une fourmilière, quoi. C'est jeunes vignerons principalement qui ont, alors, motivés par un respect de la terre, hein, plutôt. Alors, boire des vins qui ne donnent pas ni mal à l'estomac, ni mal à la tête, un respect du végétal, un respect de la terre. Alors, je ne dis pas que ces vins-là sont tous excellents, mais au moins il y a une dynamique, il y a une mouvance d'aller vers des vins les plus sains. Est-ce que dans ce parcours, depuis que vous êtes à Loches, vous avez eu quand même des moments de doute ou d'interrogation sur ce métier, sur votre place ici? J'ai pas eu d'interrogation sur mon métier, mais oui, j'ai eu plein d'interrogations sur ma place ici. Ah oui. Et vous voulez savoir quand? Ça ne s'est pas fait, oui. Ouais, hein, c'est ça. Ouais. Alors les 3 premières années, je peux vous dire que c'est chaud bouillant. Hein. Déjà les 2 premières années, il faut installer l'entreprise, petite, moyenne, voilà. Donc les 2 premières années, c'est que de chi, hein, pas un rond. Hein. J'avais mis quelques réserves, mais pas de salaire, de telle manière à pouvoir installer l'entreprise. Et puis après, petit à petit, voilà, vous commencez à gagner votre vie. Mais c'est pour ça qu'il faut, quand vous débutez un métier, quand vous faites un métier, il faut surtout être passionné. Il faut considérer le métier que vous faites comme une nourriture intellectuelle avant que ça soit immédiatement une nourriture financière. Alors bien entendu, il faut qu'à un moment, il faut que vous gagniez votre vie, il faut que vous, ne serait-ce que pour le moral, que vous soyez récompensé de vos efforts. Et puis après, il y a un grand doute, c'est de se dire, est-ce que les vins que je fournis, est-ce que j'arrive à convaincre? Voilà. Voilà, c'était les 2 grandes périodes de doute. Est-ce que première période, est-ce que mon entreprise va démarrer financièrement pour que je m'octroie un salaire? Et la deuxième, c'est de dire est-ce que j'ai choisi la bonne place? Et est-ce que le style de vin que je propose répond vraiment, d'une part, à la demande, et d'autre part, à ce que j'arrive à convaincre que le vin peut aussi être comme ça. Donc la réponse, vous l'avez eue? Aujourd'hui, oui. Ouais, aujourd'hui, ouais. Oui. Non, j'ai plus de doute, là. On peut toujours mieux faire, mais comme je dis souvent, qu'est-ce qui est important dans la vie ? C'est de pouvoir, je le répète, se nourrir intellectuellement et des échanges que l'on a aussi avec nos clients. C'est de dormir au chaud l'hiver et de pouvoir manger tous les jours. Après, pour moi, voilà, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous êtes un caviste et un homme heureux? Alors, le caviste est heureux. L'homme, mais là c'est un autre paragraphe, au même titre que tous les êtres sur Terre, ou au moins à 98%, est-ce que l'homme, dans sa définition, est heureux? Vous savez, je suis comme les autres, hein. J'ai des moments quand même de doute, j'ai des moments où je dis putain, je me fais chier, où j'ai des moments, j'ai de la peine. Globalement, oui, je travaille pour être heureux. Je suis un caviste heureux. Je travaille pour être un homme heureux, mais globalement, je peux dire quand même que j'ai un peu plus de bonheur que de malheur dans mon quotidien.
C'était Voix du Sud Touraine avec Jean-Christophe Laplanche, un podcast proposé par la communauté de communes Loche Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.